l'association NMO France d'être présents tous les deux. C'est vraiment un honneur que vous soyez là pour répondre aux multiples questions, surtout dans cette période difficile. Donc, merci. Ouais, comment vous voulez. Donc, il y a déjà une liste de questions qui nous a été fournie sur le lien Zoom. Voilà. Peut-être commencer par ça, si vous le voulez. Oui. Allons-y. Je vais lire la question. Donc, la première question est presque la plus compliquée, je dirais. Pourquoi les patients NMO, SD et apparentés ne sont-ils plus considérés comme personnes à risque, entre guillemets? Alors, comment dirais-je? Cette classification de personnes à risque, elle a été faite par plusieurs agences un peu différentes. En fait, il y a effectivement une petite incompréhension qui est venue du fait que, concernant l'aptitude au travail, on a considéré que les patients atteints de sclérose en plaques et de pathologies apparentées, dont font partie la NMO et les pathologies du spectre des anticorps anti-MOG, étaient des patients dits à risque. Donc, ils pouvaient bénéficier d'un certificat d'isolation pour ne pas aller travailler si on ne pouvait pas leur assurer une protection par rapport au risque de Covid. Et vous avez, comme tout le monde, eu la liste des patients considérés. Alors, ce n'est pas le même terme qui est utilisé pour la vaccination, c'est le terme de haute vulnérabilité, qui est un petit peu différent de risque. Et dans ces patients à haute vulnérabilité, effectivement, la NMO n'en fait plus partie. La liste qui a été proposée a été une liste un peu disparate. Donc, il y a des pathologies a priori évidentes que sont les cancers sous chimiothérapie, les patients transplantés d'organes et certaines autres pathologies psychiatriques notamment. Mais il n'y a pas effectivement la sclérose en plaques, la NMO. Pour vous être totalement transparent, on a été contacté, nous, par la filière maladies rares qui nous a demandé si on considérait qu'il fallait que la NMO apparaisse dans ces patients à haute vulnérabilité. Et comme le professeur Deva et moi-même avions déjà discuté de cette question, nous considérons encore aujourd'hui, compte tenu des données de la littérature scientifique, que le fait d'avoir une NMO ou une pathologie apparentée avec les anticorps anti-MOG n'est pas considéré comme une très haute vulnérabilité pour le Covid ou la Covid. Ça, c'est sur les données scientifiques. La difficulté vient du fait que d'autres filières ont considéré que certaines maladies auto-immunes, notamment les maladies auto-immunes dites rhumatologiques, associées à des traitements immunosuppresseurs, pouvaient être considérées comme à haute vulnérabilité. Toute la question, en fait, est qu'est-ce qu'on considère à haute vulnérabilité? Si on prend les choses telles qu'elles doivent être définies, la haute vulnérabilité, c'est que quand on rentre dans cette catégorie, on est à très haut risque de faire un Covid sévère nécessitant une hospitalisation et ou un recours à l'oxygène et ou une réanimation. Et aujourd'hui, bien heureusement, on n'a pas ces signaux-là chez les patients avec une NMO ou des maladies apparentées, quel que soit d'ailleurs leur traitement. Alors, il n'y a pas énormément de données dans la littérature, hein, ça c'est vrai, parce que la maladie, comme vous le savez, est rare. Mais on a quand même des données qui sont issues notamment d'une étude française qui a été pilotée par la Pitié-Salpêtrière. Il y a une étude chinoise aussi qui a été pilotée. Et ils n'ont pas retrouvé de sursignal par rapport à la population générale chez les patients NMO, y compris sous traitement. Donc, pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, la NMO et les pathologies apparentées ne sont pas considérées comme à haute vulnérabilité et donc n'ont pas été privilégiées dans la campagne actuelle de vaccination. Pour compléter ce que dit professeur Romain Marinier, pour les enfants, par exemple, on a regardé un peu, alors on n'a pas publié, mais on a regardé notre expérience en fait dans les hôpitaux. Durant la première vague, en fait, on a regardé le nombre d'enfants parce qu'on avait très peur en fait quand les enfants étaient sous immunosuppresseurs avec une maladie auto-immune, avec atteinte neurologique, hein, qui sont donc AQP4 et MOG. On avait un peu surveillé ces patients-là et qui étaient sous plusieurs traitements immunosuppresseurs et on n'a pas vu d'alerte non plus. L'ensemble des enfants qu'on a surveillés sur le plan national, on n'a pas vu d'alerte spécifique. Et puis aussi, mes collègues européens ne m'ont pas rapporté non plus donc, ce genre d'alerte. Donc, c'est pour ça que les patients français qui avaient donc moins de 18 ans qui avaient donc des pathologies MOG ou AQP4+,
on a dans la surveillance, dans l'étude de surveillance qui a été faite par l'équipe de la Pitié-Salpêtrière, je n'ai pas pu rentrer énormément puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui ont présenté des signes cliniques ou de Covid+. Donc, d'où le fait que même pour les enfants qui sont donc avec sous immunosuppresseurs et qui en a eu 2 qui ont présenté en fait quelques signes post-symptomatiques, il n'y avait pas eu de facteur de risque. Enfin, il n'y avait pas eu de pathologie grave ou de signes d'aggravation de la Covid en présence de la maladie et ou avec sous immunosuppresseurs. Je pense que c'est dans ce contexte-là, on avait considéré que ce n'étaient pas des personnes à risque telles qu'on peut comprendre dans les divers papiers, en tout cas administratifs. Et pour compléter, comme vous savez, la Société francophone de sclérose en plaques, on a en lien avec d'autres sociétés savantes et d'autres groupes, notamment le MIRSEM pour les pathologies du spectre de la NMO, ont émis des recommandations de façon mensuelle. Donc les premières mi-décembre, les dernières mi-janvier. Il y en aura probablement qui vont arriver courant février. Et sur ces recommandations-là, ça valide ce qu'on vient de vous dire. On n'a pas de signal aujourd'hui dans ces pathologies, sclérose en plaques, NMO et pathologie des anticorps anti-MOG, qui fait qu'on doit considérer les patients comme hautement vulnérables à la Covid. C'est plutôt des éléments rassurants en pratique. Je vais quand même parler d'un cas particulier qui est celui du traitement par anti-CD20, du rituximab, pour lequel il existe plusieurs signaux dans plusieurs pathologies. Je ne parle pas là spécifiquement de la NMO, de la sclérose en plaques, mais dans d'autres pathologies, notamment des pathologies dites systémiques, où il pourrait y avoir, où le traitement par anti-CD20 pourrait être un sur-risque de faire une forme plus sévère de Covid. Avec quand même aussi garder en tête que c'est probablement dans ces maladies dont je parle, notamment les maladies de système, des maladies générales, des patients qui sont traités par anti-CD20 sont des patients de base fragiles et graves. Donc il y a ce sur-risque qui est suggéré, et c'est pour cela que la Société savante de sclérose en plaques et donc de la NMO ont fait remonter aux autorités ce sur-risque en disant qu'on souhaiterait que les patients traités par anti-CD20 puissent bénéficier de façon rapide d'une vaccination contre la Covid. Donc ça, c'est remonté aux instances, au professeur Fischer notamment, qui pilote, comme vous le savez, le plan vaccination, et on attend leur retour. Alors, nous, en tant que clinicien, on souhaiterait que rapidement ces patients-là puissent bénéficier d'une vaccination. D'accord. Donc, la NMO et les maladies apparentées ne sont pas des maladies à risque, mais si on est sous rituximab… Voilà. Sur les données qu'on a à notre disposition, NMO et rituximab, c'est des données limitées, mais il n'y a pas eu de message dans la littérature scientifique. Si on prend rituximab en général, il y a un signal donc, pour lequel on a fait remonter ça aux agences de santé pour qu'on puisse avoir accès pour ces patients-là au vaccin de façon anticipée. D'accord. Donc la deuxième question, quelle est l'expérience de la Guthrie-Jackson par rapport à la vaccination? Donc la Guthrie-Jackson Foundation, comme vous le savez, est une fondation américaine qui vise à traiter… alors leur objectif, c'est de faire disparaître la NMO du monde. C'est toujours des objectifs américains très ambitieux, mais globalement, leur idée, c'est d'améliorer la connaissance de la maladie et la prise en charge des patients souffrant de NMO. Et effectivement, ils communiquent de façon très pédagogique sur ces thématiques. Donc, il y a eu un premier… Alors, c'est sur Facebook. Je pourrais envoyer le lien si Madame Mazzari l'a peut-être pas déjà, mais sinon, on peut le communiquer parce que c'est ouvert. C'est un lien Facebook ouvert. Donc, il y a eu 2 communications. Une première sur Covid et NMO au sens général, qui reprend un peu ce qu'on vient de dire avec le professeur Deiva, pour lequel il n'y a pas aujourd'hui de signal de sur-risque de Covid dans le contexte de la NMO. Et puis, il y a eu tout récemment une communication extrêmement pédagogique sur vaccination et NMO, vaccination anti-Covid et NMO, que je vous invite… Alors, c'est en anglais, ça, c'est peut-être la limite, mais qui est très, très bien fait avec des illustrations par PowerPoint que je vous invite vraiment à aller voir et qui résume et qui rassure beaucoup sur les questions qu'on peut se poser. Donc, on va l'aborder aujourd'hui, mais globalement, la Guthrie-Jackson, le message chez les patients souffrant de NMO doivent se faire vacciner. Il n'y a pas aucune contre-indication à la vaccination, que la vaccination est un outil extrêmement puissant pour pouvoir sortir de cette pandémie, que ce n'est pas la réponse universelle, ce n'est pas la seule réponse, bien sûr, à la pandémie, mais c'est un élément majeur pour en sortir. Et que quelle que soit la situation,
NMO à anticorps anti-aquaporine 4, NMO à anti-MOG, NMO double séronégative. La vaccination sera un moyen d'en sortir. Et pareil, oui, ça on va en parler après, certains traitements immunosuppresseurs peuvent avoir un effet en diminuant l'effet de la vaccination, mais dans tous les cas, il est mieux de se faire vacciner, même si c'est un peu moins efficace que pas de se faire vacciner du tout dans la prévention de la Covid. C'est les messages principaux qui sont tout à fait, donc d'une part très pédagogiques. Il y a toute une partie au départ sur comment fonctionnent les vaccins, comment fonctionne le système immunitaire avec la vaccination, qu'on va aborder aussi aujourd'hui, mais voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce livre. D'accord. C'était pour répondre à une question. On ne nous avait pas parlé de la Guthrie-Jackson, mais on nous avait demandé outre-Atlantique comment ça se passe. Donc, on vous l'a résumé un petit peu comme ça. Pour moi, outre-Atlantique, c'est la Guthrie-Jackson. Tout à fait. Alors, à ma connaissance, aujourd'hui, les patients souffrant de NMO ne sont pas non plus prioritaires aux États-Unis. Donc, ils sont pas encore. Donc, ils le disent d'ailleurs dans la présentation de la Guthrie. Aujourd'hui, c'est quand le tour viendra, voilà ce que vous pourrez faire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les patients souffrant de NMO ne sont pas non plus considérés comme hautement vulnérables pour la maladie. D'accord. Alors, Kumaran, je vais te poser la question sur le vaccin russe. Un cadeau? Bon, je suis sauvé parce qu'il y a eu une publi dans Lancet, donc du coup, ça va. Non, je pense que le vaccin russe, encore une fois, vous avez les résultats des vaccins semblent être assez similaires, hein, en fait, hein, vis-à-vis du virus. Ça a l'air d'être efficace aussi. Mais encore une fois, pour l'instant, c'est pas disponible en France. Hein. Donc, le temps que ça vienne, etc., on verra. Mais pour l'instant, les résultats semblent être plutôt, on va dire, dans les objectifs primaires de cette vaccination, qui est de réduire le risque d'infection. Ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être assez identique à ce qui a été montré en fait avec le Pfizer et les autres vaccins qui sont disponibles aujourd'hui en France. D'accord. Ce qui est difficile pour les malades, bon, on sait qu'il y a une temporalité dans toute chose, et encore plus dans la notion de médicaments, sur médecine, surtout quand on sait que les vaccins sont arrivés très vite. La difficulté aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut privilégier plus un autre vaccin qu'un autre? Je crois que c'est une peur aujourd'hui. Est-ce qu'on continue à se confiner totalement en attendant que les choses avancent? Encore une fois, c'est une question qui… Alors, je prends ma casquette de pédiatre, encore une fois, pour répondre un peu à cette question. Donc, concernant la vaccination, on a toujours… je ne pense pas que ce soit uniquement français, hein, mais on a toujours peur d'avoir des choses. On se pose toujours 1000 questions en fait sur le rôle de la vaccination. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de maladies qu'on a réussi à contrôler, des maladies contagieuses qu'on a réussi donc à contrôler en fait avec la vaccination. Encore une fois, ces mêmes questions que vous êtes posées se sont posées au moment où il y avait donc la variole, au moment où il y avait donc la polio, ainsi de suite. Néanmoins, vous avez donc aujourd'hui les résultats, donc c'est un peu rassurant. Il y aura toujours, en fait, toujours, ça n'existe pas en médecine, mais il y a fréquemment des effets indésirables, en fait, quand vous prenez quel que soit que ce soit un médicament ou un vaccin, il y aura toujours ces aspects-là qui sont présents. Mais on regarde toujours en fait le bénéfice par rapport aux risques qui sont pris en fait pour les patients. Et là, l'objectif est maintenant de contrôler, parce qu'on est devant une pandémie énorme et grave, avec des mutations, etc., qui sont en train d'apparaître. La vaccination doit être faite. Je pense que la réponse est oui, parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé de médicaments ou des choses comme ça qui permettent en fait de contrôler. Pour l'instant, on a donc ces vaccins qui permettent en fait de contrôler. C'est les seuls résultats qu'on a de patents. Et la réponse est bien sûr oui, il faut se faire vacciner. Maintenant, ensuite, la deuxième question, il y aura les réponses après, mais quand et comment faire? Est-ce que l'inquiétude que vous avez donc vis-à-vis des vaccins est tout à fait compréhensif, mais en même temps, on n'a pas d'autres éléments qui nous permettent donc d'avancer. Merci. Pour répondre à la question qui est importante, hein, c'est celle de quel vaccin pour quel patient.
Alors aujourd'hui, comme vous l'avez compris, a priori, enfin pour quelle personne, parce que tout le monde se fera vacciner, patients et autres, dans la politique française, a priori, c'est le vaccin est disponible, on vous le propose. Il n'y a pas de choix en tant que personne de dire je veux tel vaccin ou tel vaccin. Ce ne sera pas comme ça que ça va marcher. Par contre, bien sûr, ce qu'on vous invite à faire, c'est quand vous serez invité à vous faire vacciner, de revenir à votre neurologue, à votre médecin traitant en disant est-ce qu'il y a des vaccins qui sont plus indiqués ou d'autres qui sont contre-indiqués dans ma situation. Aujourd'hui, comme l'a dit le professeur Deiva, ceux qui sont à notre disposition, c'est relativement simple. Il n'y en a que 2 pour l'instant, qui sont les 2 types de vaccins à traces identiques, qui sont le Pfizer et le Moderna, qui sont sur le même mode d'action et pour lequel on n'a aucun signal d'inquiétude par rapport à la maladie ou au traitement immunosuppresseur. Donc là, c'est facile. Ceux qui vont arriver sont des vaccins un peu différents, les vaccins, on appelle ça à virus, enfin encapsulés dans des virus, que sont le vaccin d'AstraZeneca, le vaccin Sputnik des Russes, le vaccin aussi de Janssen, qui sont en fait des vaccins qu'on utilisait depuis très longtemps, hein, des systèmes assez classiques. Bon, sur ce mode, sur la mécanistique du vaccin, on n'a pas de raison de penser qu'il soit contre-indiqué dans le cadre de la maladie. Par contre, au niveau effet secondaire, pour l'AstraZeneca, on n'a pas encore toutes les données. Pour le vaccin russe, les données sont plutôt rassurantes de la publication récente qui vient de sortir. Je dirais que finalement, le fait de ne pas être vacciné tout de suite, de ne pas être hautement prioritaire, l'avantage majeur que j'y vois, c'est qu'on va avoir du recul sur la population générale, s'il y a un effet secondaire, on le verra apparaître. Là, on parle quand même de millions de personnes qui vont être exposées à un produit, vaccin, enfin un médicament. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le suivi post-commercialisation d'un produit qui souvent prend beaucoup de temps pour des médicaments, notamment pour des maladies rares, parce qu'il y a beaucoup moins de patients. Là, on va avoir des cohortes énormes. Donc, s'il y a un signal d'inquiétude, on l'aura assez rapidement. Vous savez qu'au niveau européen, au niveau nord-américain, tous les patients vaccinés sont suivis, hein. Donc, il y a ce qu'on appelle la pharmacovigilance, qui est la remontée des éventuels effets indésirables. Donc, ça se fait très bien en France, ça se fait très bien en Europe, ça se fait très bien en Amérique du Nord. Donc, s'il y a un signal, on le saura très rapidement. Et aujourd'hui, ça fait plus de 2 mois que la vaccination a commencé dans certains pays. Et pour l'instant, avec les 2 vaccins dont je vous parle, le Moderna et le Pfizer, ceux qui sont disponibles en France, on n'a pas de signal d'inquiétude. Donc ça, c'est quand même des éléments extrêmement rassurants. Alors bien sûr, dans les populations particulières, on a forcément beaucoup moins de patients, donc dans la sclérose en plaques, dans la NMO, mais il commence à y avoir des patients traités, même s'il n'y en a pas encore beaucoup. Et pour l'instant, on n'a pas non plus de signal. Donc tous ces éléments-là sont rassurants en gardant bien sûr une vigilance importante. Mais moi, je retiens vraiment ce qu'a dit le professeur Deiva dans la balance bénéfice-risque. Et là, je parle au niveau individuel, mais aussi au niveau d'une population, même au niveau mondial. Ce vaccin est une très grande réussite scientifique et un élément majeur dans la sortie de crise. D'accord. Donc, par rapport à la question que vous avez soulevée, Madame Mazzari, et qui est reprise par Madame Maillard, sur doit-on rester confiné en attendant le vaccin? Je pense que les recommandations qui étaient celles qui ont été proposées en mars, qui ont été reproposées à la deuxième vague à partir d'octobre, oui, on doit les appliquer. Moi, je fais partie de la campagne de vaccination, je vaccine des collègues et des patients. Un message fort, c'est le vaccin ne nous empêche pas de poursuivre les gestes barrières, ne nous empêche pas de poursuivre l'utilisation du masque, parce que comme vous le savez, il a été démontré que le vaccin réduit le risque individuel d'avoir la maladie et d'avoir des formes graves de la maladie, mais il n'a pas encore été démontré de façon formelle qu'il réduit le risque de transmettre. Même si, avec l'expérience qu'on a avec les autres vaccins, globalement, un vaccin, il va aussi limiter la transmission du virus. Ça, c'est à peu près certain. Du 100%, ça probablement non, mais très fortement diminuer le risque, quand on est vacciné, de transmettre. Donc, malgré tout, il ne faut pas non plus se dire le vaccin, c'est un permis à faire n'importe quoi. Donc, le message aujourd'hui, c'est restons vigilants, appliquons les mesures barrières, le confinement. Non, le confinement, aujourd'hui, on n'est pas confiné. Le confinement, il y en a eu 2. Il y en a eu un premier en mars jusqu'à mai. Il y en a eu un deuxième de fin octobre à mi-décembre. Aujourd'hui, on n'est pas confiné, y compris les patients sous immunosuppresseurs. Il n'y a pas de message de confinement. Il y a un message de vigilance, d'accord, d'application de gestes barrières, mais pas de confinement. Ça, c'est un élément important. Absolument. Les patients immunodéprimés, enfin, pour la neuromyélite optique et anti-MOG,
sont très inquiets et on constate beaucoup plus d'augmentation des gestes barrières très forts à cause de ce message du départ qui était les personnes immunodéprimées, enfin les personnes avec des handicaps, des maladies chroniques sont à risque. Absolument. Encore une fois, je pense que les éléments importants, c'est que je pense que monsieur Maillet confirmera tout à l'heure, les personnes qui ont donc des facteurs de risque général, en fait, hein, d'obésité, d'hypertension, d'handicap, etc., il faut vraiment faire hyper encore plus attention. Mais les autres personnes qui n'ont pas ces facteurs de risque général n'ont pas besoin d'être confinées. Enfin, il faut vivre, on n'a pas, enfin, en dehors des gestes barrières et de la vigilance, vous n'avez pas besoin d'être confiné. Le message, c'est si vous pouvez appliquer les gestes barrières, la distanciation sociale, ça ne veut pas dire grand-chose, mais physique, on va dire, et le respect du port du masque, il n'y a pas de raison d'être confiné. Cette histoire d'isolation, c'était dans les situations où, sur le plan professionnel, il n'était pas possible d'assurer le maintien d'une distanciation physique, de gestes barrières. Il y a des situations où ce n'est pas possible parce que c'est dans l'interaction permanente. Dans ces cas-là, oui, protégeons-nous en restant à la maison. Mais le terme confiné, non, on n'est pas à utiliser, clairement. Donc, il y a une question un peu précise. Alors, il y a une question qu'on va tout de suite y revenir parce qu'on a déjà abordé. Existe-t-il à l'heure actuelle des effets secondaires connus du vaccin? Donc, les effets secondaires connus des 2 vaccins disponibles actuellement, que sont le Pfizer et le Moderna, qu'on appelle les vaccins ARN, sont des effets secondaires généraux classiques de la vaccination, que sont les réactions locales, des douleurs, un peu de fièvre, éventuellement un syndrome pseudo-grippal, c'est-à-dire on se sent courbaturé, un peu fatigué. Ça dure 2-3 jours. Alors, c'est probablement plus important à la deuxième vaccination, donc au deuxième, au rappel, voilà, la deuxième injection, pardon. Il n'y a pas eu d'autres effets secondaires majeurs, hormis les cas que vous avez bien entendu de réactions allergiques graves. Donc, ces réactions allergiques graves sont survenues exclusivement chez les patients qui étaient déjà très allergiques, qui avaient déjà fait des réactions allergiques graves à d'autres produits. Donc, c'est des patients qui avaient sur eux des traitements de type adrénaline en cas de réaction allergique. Donc, c'est quand même des populations de patients extrêmement rares. Ça va arriver puisque c'est à peu près 1 sur 100 000. Donc, on va avoir plusieurs millions de personnes qui vont être traitées avec ces vaccins. Donc, en pratique, dans le questionnaire prévaccinal, on vous pose la question de savoir si vous êtes allergique, si vous avez fait des réactions allergiques à des vaccins, si vous avez fait des réactions allergiques à des excipients particuliers qui sont présents dans ces 2 vaccins à notre disposition. Et si la réponse est oui, on propose de faire l'injection dans un centre d'allergologie. Alors, c'est des situations extrêmement rares hein, quand même. Hein. Là, je parle de réactions allergiques graves. Hein. C'est choc, c'est-à-dire on perd connaissance, c'est œdème respiratoire, c'est pas se faire des boutons. Hein. Et le fait d'avoir fait une réaction de type allergique à un antibiotique, par exemple, ne contre-indique pas du tout la vaccination. Ce qui est proposé, c'est une surveillance d'une demi-heure. Alors que normalement, la surveillance après un vaccin, c'est de 15 minutes. D'accord ? Pour l'AstraZeneca, on n'a pas encore toutes les données, à ma connaissance, sur les effets secondaires. Donc, c'est pour ça qu'on reste un peu prudent par rapport à ce vaccin. Je vais être totalement transparent avec vous. Il y a eu un cas, vous le savez, ça avait fait beaucoup de bruit, un cas de myélite qui avait été rapporté dans l'essai en cours. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup plus d'informations depuis lors. En tant que neurologue et spécialiste des pathologies inflammatoires, on est bien sûr extrêmement vigilant par rapport à cette complication qui a été rapportée. Elle a été considérée comme non en lien avec le vaccin, mais on va rester vigilant. C'est pour ça que pour l'instant, par rapport à l'AstraZeneca, on attend avant de communiquer, parce qu'on n'a pas encore toutes les données à notre disposition. Et pour rebondir, est-ce qu'avoir été atteint par le Covid peut créer des maladies du système nerveux central telles qu'on connaît, les nôtres? Des atteintes, enfin voilà, myélite, qui deviennent. Effectivement, il y a à la fois, donc chez les enfants, d'une part, c'est compliqué de dire que le Covid la Covid est responsable en fait de maladies neurologiques. Il y a eu des descriptions de cas, c'est comme l'œuf et la poule, c'est-à-dire que parce que les enfants sont déjà porteurs
Et donc, les enfants font donc un tableau neurologique extrêmement grave qu'on appelle l'encéphalomyélite aiguë disséminée. Et on trouve le Covid, mais on ne le trouve pas dans le LCR, on ne le trouve pas ailleurs. Et donc, du coup, c'est toujours difficile de dire que c'est lié à ça. En même temps, si on me demande de donner ma main à couper pour dire que ce n'est pas lié, c'est aussi compliqué parce qu'on n'arrivera pas à le démontrer. En tout cas, il y a des descriptions, en tout cas rares, chez l'enfant qui ont été faites. Chez l'adulte, il a été montré que, en fait, le Covid en tant que tel est un virus qui est ce qu'on appelle neurotrope, entre guillemets, c'est-à-dire qui aime bien le système nerveux central, il peut aller dans le système nerveux central. Ça a été démontré maintenant récemment dans une publication en disant qu'on a retrouvé en fait du virus en fait dans les biopsies des cerveaux de patients qui avaient fait donc une Covid. Donc ça, on sait que ça rentre. Est-ce que ça déclenche des signes neurologiques? Là, je pense que M. Mahagné me confirmera. Les patients adultes peuvent faire aussi des signes neurologiques. Ça a été démontré. Il y a même des tableaux neurologiques assez particuliers avec plus de vasculopathie, des atteintes des AVC, etc., d'environ 30% d'écart en fonction de la littérature des papiers qui sont sortis récemment. Et il peut y avoir aussi des atteintes des atteintes de la substance blanche aussi, qui ont été décrites en fait chez les patients adultes. Je ne sais pas si Romain, tu veux compléter. C'est une question effectivement importante et pour laquelle il faut être extrêmement prudent. Vu la fréquence dans la population générale de patients qui vont être infectés par Covid, il peut y avoir de façon totalement aléatoire et au hasard la concordance d'une infection à Covid et du début d'une maladie auto-immune de type NMO, de type MOG, sans qu'il y ait de lien de causalité évident. Donc, je pense qu'avant de dire que oui, j'ai fait un Covid et puis en même temps, j'ai le diagnostic de cette nouvelle maladie, restons extrêmement prudents. Ma question, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a des données scientifiques qui montrent que le virus SARS-CoV-2 a un tropisme neurotrope. Donc, théoriquement, il peut provoquer des lésions du système nerveux. Malgré tout, aujourd'hui, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, notamment sur un syndrome aussi déminimisant, mais du système nerveux périphérique qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré, qui vient d'une atteinte des nerfs. Et aujourd'hui, il y a des études de très grande cohorte de patients qui ne retrouvent pas de surrisque d'augmentation du nombre de Guillain-Barré dans le cadre de la pandémie à Covid, alors que ça avait été le cas pour le Zika, par exemple, ou le chikungunya. Donc, a priori, le virus de la Covid n'est pas quand même considéré comme un virus à haut risque de favoriser des maladies neurologiques. Mais il y aura possiblement, effectivement, quelques cas de patients qui vont développer dans les suites d'une infection à Covid un tableau neurologique. Donc, je pense que ça existe. Les tableaux notamment d'ADEME dont parle le professeur Deiva, beaucoup d'entre eux ont été rapportés dans les suites d'une infection et la Covid peut être une cause, mais ça reste quand même très rare. Dans tous les cas, ces éléments-là sont aussi des éléments qui doivent nous inciter à augmenter le taux de vaccination dans la population. Pour le dernier point, est-ce que quand on a une maladie déjà active ou connue ou débutante de type inflammatoire, est-ce que le fait d'être infecté par la Covid favorise le risque d'une poussée? Là, pour le coup, on n'a vraiment aucun signal qui va dans ce sens-là. Sur le chat, il y a aussi des questions. D'après vous, le vaccin du tétanos peut-il être à l'origine de la NMO? Alors, on sort là de la thématique. Aujourd'hui, par rapport à la NMO, il n'y a pas d'éléments scientifiques qui lient le début de la NMO à la vaccination. Il y a quelques cas rapportés de NMO qui ont débuté après une vaccination, qui sont des vieux dossiers où je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, si on appliquerait les critères diagnostiques actuels, rentrerait dans le cadre de la NMO. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas de signal sur vaccination à NMO à ma connaissance. Il y a une autre question sur si j'ai bien compris, sous rituximab, il est souhaitable de se faire vacciner rapidement, dans ce cas où s'adresser pour pouvoir être prioritaire. Donc, vous avez compris effectivement qu'on a un signal scientifique qui nous incite à être vigilants par rapport au traitement par rituximab. Mais aujourd'hui, avec les recommandations qui sont faites par le gouvernement, le fait d'avoir une NMO, y compris sous rituximab, ne vous rend pas éligible à la vaccination. Donc après, rien ne vous interdit d'aller demander à votre neurologue ou votre médecin traitant de faire un certificat. Le risque, et déjà j'en ai été confronté malheureusement, c'est que le jour où vous arrivez au centre de vaccination, on vous dise vous ne rentrez pas dans les critères et merci, au revoir. C'est un peu violent et c'est arrivé. Donc c'est une situation un peu compliquée.
On espère que la situation se clarifie assez rapidement pour le rituximab, qu'on ait des consignes officielles des agences gouvernementales, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une question sur rituximab. Sommes-nous toujours éligibles au chômage partiel si on ne peut pas travailler? Alors là, c'est aussi une question qui sort de la thématique. On pourra peut-être refaire une session sur l'impact de la Covid sur la maladie, notamment sur le plan professionnel. Il y a encore des questions qui avaient été qu'on n'a pas abordées. Qui me paraît très importante, c'est en cas de poussée récente, est-il pertinent de se faire vacciner, notamment après un traitement par corticoïdes échange plasmatique? Là, principe de précaution, on suggère, on incite fortement à ne pas vacciner dans les 3 mois suivant un traitement d'une poussée, que ce soit échange plasmatique ou corticoïde. C'est un principe de précaution, on n'a pas de signal, mais bien que le message, c'est qu'il y a quand même une perturbation importante du système immunitaire, notamment une immunodépression induite par la corticothérapie ou les échanges plasmatiques, qui nous incite à décaler la vaccination pour être sûr que celle-ci, une fois quand elle sera réalisée, sera plus efficace. C'est plutôt au sens de pas de risque, parce qu'il n'y a pas de risque de se faire vacciner après une corticothérapie, mais plutôt le risque, c'est que le traitement, la vaccination soit moins efficace dans ce contexte. Et pour les immunoglobulines? C'est la même chose, c'est les médicaments qui vont avoir une durée d'action un peu prolongée. Les immunoglobulines, le risque, c'est qu'elles diminuent aussi l'effet de la vaccination. Donc moi, je recommanderais de décaler d'au moins 1 mois, sinon 3 mois si c'est possible. Il me reste peu de temps, donc il y a une autre question qui est posée qui est très importante, c'est finalement chez les patients traités, comment gérer la temporalité de la vaccination? Ce qui n'est pas une question simple, puisque comme vous le savez, on a en plus deux temps de vaccination, donc il faut gérer ces 2 temps. Alors là, je suis très content, Olivier Véran a insisté sur le fait qu'il ne faut pas espacer au-delà de 4 semaines entre 2 injections, ce qui est une bonne nouvelle, puisque la HAS avait proposé d'espacer jusqu'à 6 semaines. Ce qui était à mon sens pas forcément très raisonnable sur le plan des données scientifiques. Donc on aura 2 injections à 1 mois d'intervalle. Pour les patients sous traitement immunosuppresseur au long cours, qui sont toujours les mêmes, que sont l'immunosuppression par azatioprine, Immurel, mycophénolate, mofétyl, Cellcept, il n'y a pas de changement, on va dire. Donc on se vaccine n'importe quand, je dirais. Par contre, pour les patients qui ont des traitements qu'on appelle séquentiels, notamment le rituximab, qui est 1 fois tous les 6 mois, la recommandation aujourd'hui, c'est de proposer la vaccination au-delà de 3 mois après la dernière infusion, idéalement entre 3 et 4 mois, pour pouvoir ensuite faire la deuxième infusion 1 mois après et avoir un délai de 1 mois encore après la nouvelle infusion. Donc, si je résume les choses, sous immunosuppresseur oral classique, n'importe quand, sous rituximab de façon préférable après 3 mois après la dernière infusion. Si la maladie vient d'être diagnostiquée et qu'on n'a pas encore débuté le traitement immunosuppresseur, il est préférable de se faire vacciner avant la mise en route du traitement immunosuppresseur ou rituximab. Kumaran, tu as un commentaire à rajouter? Non, je pense que tu as bien résumé. Effectivement, c'est super difficile de. Enfin, c'est pas super difficile, mais il faut vraiment. C'est super difficile de vacciner. En fait, c'est assez proche des thérapeutiques. C'est entre 2 à 3 mois. En fait, il faut attendre pour que le vaccin soit efficace. Et pour l'efficacité de la vaccination est-elle diminuée si on se fait vacciner peu de temps après un traitement? La réponse est oui. Alors, de combien? Il y a eu donc quelques travaux qui ont été faits avec la vaccination et le rituximab, en particulier chez les adultes. Ils ont montré aussi un délai un peu similaire. C'est pour ça que c'est plutôt 2 à 3 mois, en fait, à peu près, au décompte. J'ai vu aussi une question sur vaccin de la grippe et est-ce qu'on peut se faire vacciner après un vaccin si on a donc une intolérance au vaccin contre la grippe. Encore une fois, il n'y a pas de contre-indication en tant que telle. C'est simplement la surveillance sera un peu plus longue pour la personne qui a fait donc une intolérance contre le vaccin de la grippe. D'accord. Et professeur Debas, ces recommandations-là sont aussi valables pour les enfants atteints de NMO ou de MOG? Là, pour l'instant, nous, contrairement à M. Magnier, je suis un peu plus serein parce qu'on ne peut pas vacciner les enfants avant l'âge de 16 ans. Parce que c'est que le vaccin n'est pas autorisé. Mais par contre, pour les enfants de plus haut, encore une fois, comme je vous ai dit, on a très peu. Encore une fois, il y a eu des recommandations. On a priorisé les patients parce que le nombre de vaccins n'est pas disponible. L'objectif, quand même, à la fin, c'est que tout le monde soit vacciné. Donc aujourd'hui, si on n'avait pas comment dirais-je, le nombre de vaccins disponibles était suffisant, on ne serait pas en train de prioriser des patients. D'accord? Donc du coup, pour les enfants,
il y aura des études qui vont être faites chez les enfants bientôt, mais en attendant, pour l'instant, les enfants ne sont pas vaccinés et au-delà de 16 ans, s'il y a des risques ou quoi que ce soit, et à ce moment-là, on discute au cas par cas avec le médecin référent. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui concernent la thématique sur le chat? Est-ce qu'on a le temps? Je ne sais pas quelle heure il est. Et 38. 38, 2 minutes. Non, il n'y a pas d'autres questions, visiblement, sur le coup. D'accord. Donc, le message que je transmets, qu'on transmet, c'est que globalement, comme vous l'avez compris, les données scientifiques s'accumulent au fil du temps. Donc, ça serait avec grand plaisir que dans quelques semaines, on puisse refaire un point, hein, parce que forcément, on aura d'autres informations à vous proposer à ce moment-là. Très bien, parfait. En tout cas, on vous remercie beaucoup. C'est vrai que la période est très difficile pour tout le monde et au début, on était très tous soudés et on avait les applaudissements qui rythmaient un petit peu la vie et il y avait des grands élans auprès des soignants. Donc, on voulait vous remercier comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci pour votre Merci. participation. Au revoir. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci. Merci.